Depuis des mois, on ne parle que d'eux, les LLM, les modèles qui répondent, hallucinent et transforment notre quotidien. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas que du blabla. Il y a une IA qu'on côtoie depuis bien plus longtemps, sans même s'en rendre compte, et qui influence chaque jour nos lectures, nos playlists et nos achats. Ce sont les IA de recommandation. Mais alors, comment une machine sait-elle quelle musique je vais écouter ensuite ? Est-ce qu'on peut vraiment cartographier nos goûts musicaux en 128 dimensions? Et surtout, peut-on encore sortir de notre bulle? Et surtout, le voulons-nous vraiment? Pour répondre à ces questions calculées, je ne reçois pas Shazam, mais elle s'y connaît en éclair de génie. Ariel, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Ariel, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, du coup, Ariel. Donc, je suis data scientist chez Deezer depuis 5 ans et demi. Et je travaille donc dans l'équipe de recommandation qui fait des algorithmes d'IA. Enfin, nous, on appelle plutôt ça du machine learning. On n'aime pas trop le mot IA, ça fait un peu comment on dit, name drop, quoi. Ouais. Mais bref, donc voilà, je travaille à la recommandation donc depuis 5 ans et demi. Je suis, voilà. J'avais reçu il y a longtemps sur un des tout premiers épisodes que j'ai fait sur l'IA, donc il y a 5 ans, un invité qui disait, en gros, tout ce qui est de l'IA, c'est tout ce qui concerne de la recherche qui marche pas vraiment, ou c'est pas encore trop ce que c'est. Et dès que ça devient quelque chose d'un petit peu routinier, on lui donne un nom, et du coup, ça sort du giron, entre guillemets, de l'IA. Donc, effectivement, la recommandation, c'est un truc qui se fait depuis maintenant très longtemps. Et on parle plus forcément d'IA, tellement c'est devenu commun, Ouais. quoi. Ouais, parce qu'il y a pas mal de boîtes connues qui ont mis pas en libre service, mais qui ont partagé en fait leurs algos. Et du coup, maintenant, on peut décrypter l'algorithme d'Instagram. Il me semble que celui d'Instagram, il est public. Et puis, moi, je vois passer sur les réseaux, il y a plein de petites astuces. Tu veux être recommandé sur Instagram, il faut interagir avec ça, tant de fois, il faut que ton truc soit partagé, ton truc. Et du coup, on commence vraiment à comprendre comment les algos de recommandation ils marchent. Et ouais, ça montre que c'est pas une boîte noire. Et à quel point est-ce que c'est encore facile de reverse engineered un algo de recommandation? Tu vois, je vois tous les commentaires qui passent, tous les posts qui passent sur LinkedIn de si tu veux que ton post ait de la viralité, tu vois, pareil, il faut faire ceci, cela. A priori, celui de LinkedIn n'est pas public. À quel point est-ce qu'on peut se fier à ce que des gens disent? Tu vois, est-ce qu'on peut reverse engineer ce genre de choses, ou au final, c'est juste un peu du gut feeling et C'est-à-dire, c'est-à-dire si je travaillais chez LinkedIn et que je voyais ce genre de post. Non, alors, que tu travailles chez LinkedIn ou pas, tu vois, mais quand je vois un post sur LinkedIn qui me dit si tu veux que ton post, tu vois, qui te donne des conseils pour que ton post gagne en visibilité, en viralité, en ce que tu veux, Ouais. à quel point est-ce que on peut se fier? Parce que est-ce que ces algorithmes aujourd'hui sont reverse engineered, enfin, sont reverse engineerable? En fait, je me dis que si on te donne un tips. Non, moi je préfère parler d'Instagram parce que je suis pas trop sur Allez. LinkedIn. Mais par exemple, sur Instagram, j'ai remarqué que maintenant, il y a. En fait, on a compris que l'algorithme mettait beaucoup en valeur les réels. Et du coup, maintenant, les gens, ils vont mettre des photos, mais sous forme de réels. Comme ça, il va être plus souvent recommandé. Et je pense que si on se rend compte que les utilisateurs, ils aiment moins ce contenu, l'algorithme va apprendre que. Du coup, l'utilisateur va moins interagir avec ces photos / réels. Et donc, l'algorithme va s'adapter. Et donc, en fait, ça marchera plus de mettre des photos en réel. Alors, ce qui est intéressant, parce que ce que tu dis, en fait, c'est que c'est pas tant qu'il y a des choix qui sont faits de mise en avant, mais c'est que l'algorithme qui en fait, s'auto-adapte à ce avec quoi les gens... Soit ils s'auto-adaptent, soit, de toute façon, Instagram... Soit les data scientists d'Instagram, ils verront bien dans leur dashboard qu'il y a une catégorie de réels qui marche moins que les autres. Et là, ils vont corriger les paramètres qu'ils avaient mis pour dire si c'est une photo, je ne recommande plus. Okay.
Ça dépend ce qu'ils ont fait eux. Mais ouais, ils regardent beaucoup leur Ouais. dashboard, j'imagine. Bon, on a très vite deep dive sur un truc. Ouais. J'avais une première question avant. Data scientist, c'est un peu un métier qui est hyper à la mode en ce moment. Est-ce que toi, c'est un métier que tu as choisi il y a très longtemps? Est-ce que tu y es arrivé un peu par hasard? Ou est-ce que pour toi, c'était c'est un métier à la mode, je vais y aller parce que je vais me faire plein d'argent? C'était pas du tout à la mode à l'époque. À l'époque, on dirait que j'ai 40 ans. Mais non, je suis arrivée complètement par hasard. Je suis arrivée là parce que j'adorais les maths. Donc, je suis allée en prépa juste par kiff. Je savais pas du tout ce que je voulais faire derrière. Je pensais à passer la Greg après et être prof de maths parce que, bah voilà, comme tu disais, moi, je connaissais pas les métiers de data scientist ou alors consultant. Enfin, c'est un truc quand t'es petit. Enfin, petit. Quand t'es étudiant, ouais, tu connais les profs. Les caissiers chez Franprix, les facteurs, enfin les métiers que tu rencontres, que tu croises, quoi. Mais ouais, tous les consultants, les machins, tu sais pas que ça existe. Donc non, je me suis jamais dit, je vais faire ça. Mais j'aimais les maths, donc bref, donc je suis allée en prépa. Et puis après, bah, du coup, j'avais le choix entre soit, en effet, passer la grecque, soit aller en école d'ingé. Je me suis dit, bon, je vais aller en école d'ingé parce que au pire, j'irai à la fac après, alors que l'inverse, je sais pas si c'est possible. Et du coup, sauf que j'avais pas envie de perdre mon niveau de maths, donc je suis allée dans une école très très maths, donc très très info. J'ai appris à coder à ce moment-là, c'était très très dur. Et j'ai tout fait pour m'échapper du code, donc je suis allée en spécialité maths en deuxième année. Donc maths appliquée, où on avait des cours de statistiques, de finance, d'optimisation, de data science. Je sais pas si la matière s'appelait comme ça à l'époque, mais bref, de ça. C'est au cours d'un projet, je répète. Ouais, vas-y, vas-y. C'est au cours d'un projet où en gros on devait deviner, on devait prédire et non pas deviner, parce que la data science c'est pas du hasard. On devait prédire les notes d'étudiants en fonction de leur notes d'avant, de la CSP de leurs parents, de leurs activités extrascolaires, plein de catégories comme ça. On devait prédire leurs notes et j'ai grave aimé ce projet parce que c'était un peu de la sociologie, super intéressant. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pourrais faire... que cette discipline, en gros, elle était déclinable dans tous les domaines. Donc, que ce soit la banque, la santé, la musique dans mon cas, l'énergie, les médias, le sport, enfin voilà. Et du coup, comme j'étais traumatisée à l'idée de me bloquer dans un métier et de pas l'aimer, je me suis dit, là au moins, si j'aime pas le domaine, là au moins je pourrais changer de domaine. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, bah let's go. Comme j'ai toujours été indécise, let's go. Et du coup, je me suis spécialisée à ce moment-là en data science pour la dernière année d'école. Et voilà, et je suis jamais allée à la fac. J'ai passé la Greg. Peut-être que je ferai ça plus tard, on verra. Mais voilà comment j'ai atterri. Donc, tu as réussi à découvrir un métier où tu peux faire des maths autant que tu en as envie. Ouais. Bon, c'est un peu moins de maths, mais bon, ça, c'est sûr que j'ai perdu mon niveau en maths. Alors là, la Greg, il va falloir que je me remette à niveau. Mais ouais, franchement, je suis très stimulée intellectuellement et le code, ça va. Je m'y suis faite. Et donc, tu as pu arriver chez Deezer. Toi qui voulais justement bosser dans la musique, c'était un peu le... C'était complètement le goal. Alors, je voulais rester à Paris et être dans la musique, donc il n'y avait pas 40 000 choix, mais j'ai quand même contacté plein de gens donc dans les maisons de disques à Paris. Et en fait, c'est en parlant avec une fille de la SACEM. Donc, la SACEM, c'est l'entité qui va... gérer les droits d'auteur. Les droits d'auteur, voilà, les rémunérations, etc. Et une fille de la SACEM m'a dit écoute, nous, on recrute pas, mais on taffe avec telle boîte de conseil, telle SS2I, va toquer à leur porte. Et du coup, je suis allée me renseigner en espérant... j'ai intégré cette boîte, du coup, en espérant qu'ils me mettent à la SACEM. Ils m'ont pas mise à la SACEM, mais bon, c'était le jeu. Et du coup, je suis restée 9-10 mois là-bas. Après, j'étais prise chez Deezer. Après avoir forcé. Vraiment, j'allais à toutes leurs portes ouvertes. J'allais avec mes 10 CV. J'ai balancé à tout le monde. En bref, c'est moi. Et puis, je les avais harcelés sur LinkedIn. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai atterri chez Deezer fin 2019. Et c'est bon. Okay. Goal... j'ai réussi. Donc du coup, l'idée de cet épisode, c'est de pouvoir un peu creuser comment est-ce que fonctionnent les IA de recommandation. Donc forcément, on va profiter de ton expérience chez Deezer pour faire un deep dive un peu sur le côté très spécifique des playlists musicales. Je suis tellement un peu ignare sur le sujet que je ne sais même pas par où commencer à prendre le sujet. Donc je vais te poser une question très simple.
comment ça marche, ces mécaniques de recommandation aujourd'hui? En fait, on va se servir des interactions des utilisateurs avec l'application. Donc, sur quoi tu as cliqué. Je crois qu'on a même la donnée de est-ce que tu as monté le son, baissé le son. Enfin, tous les logs, ça s'appelle des logs. Et puis évidemment, est-ce que tu as cliqué sur play, tu as mis pause, est-ce que tu as fait next, est-ce que tu as liké, disliké, est-ce que tu as ajouté en playlist, est-ce que tu as mis l'artiste en favori, l'album en favori. Enfin, toutes les interactions. On n'écoute pas ce que l'utilisateur dit à son micro. J'étais persuadée qu'on le faisait avant de rejoindre Deezer, mais on le fait pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça nulle part dans mes tables que je manipule en quasiment 6 ans, donc on n'écoute pas. Mais par contre, ouais, Parce vraiment. que c'est vrai que ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire que tu pourrais au moins voir si la personne chante Mais ouais. la chanson. Ah, mais moi, franchement, des fois, je vais parler d'une chanson avec des potes et on me la recommande après, mais j'étais persuadée qu'on m'écoutait. Hein. Mais non, décevant. Enfin, tant mieux, mais... donc voilà, donc on utilise les logs et on va s'en servir. On va faire des opérations dessus. Je sais pas à quel point je rentre dans les détails, mais à la fin, on va avoir un espace multidimensionnel, donc 128 en l'occurrence, tu l'as dit tout à l'heure. Et en fait, dans cet espace, chaque point, c'est une chanson. Et du coup, les points qui sont à côté, c'est les chansons qu'on considère comme étant similaires. Enfin, que même les utilisateurs, en fait, vont considérer comme étant similaires parce qu'en fait, c'est eux qui les ont mis ensemble dans les mêmes playlists, qui les ont écoutés dans les mêmes sessions, etc. Mais donc, les 128 dimensions, ça correspond à chaque paramètre que tu as évoqué? Non, 128... Bon, alors, en fait, on va faire une opération, on va dire, une opération statistique qui s'appelle la SVD, Singular Value Decomposition, qui permet de... Je reprends du début. Vas-y. En gros, on va avoir une espèce de matrice. Donc, on a des millions de tracks, je crois 90 millions de tracks dans notre catalogue. On va avoir les 90 millions... Enfin, une matrice track, en gros. Et cette chanson-là et cette chanson-là, si elles sont mises dans 15 playlists ensemble, elles vont avoir le poids 15. C'est pas vraiment comme ça, mais voilà. On voit l'idée. Et en gros, plus tu as un poids gros, plus les chansons, elles sont écoutées ensemble. Machin. Donc bref, donc là, tu as un problème à... j'ai dit combien ? 90 millions de dimensions. Et encore pire, donc déjà, il y a beaucoup de dimensions, mais en plus... je pense que si on fait la somme de toutes les chansons qu'on connaît, toi et moi, on est peut-être à 20 000, 30 000. Donc, ouais. Donc, dans cette matrice, il y a énormément de zéros, trop difficilement manipulable. Donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle une réduction de dimension. On va faire une comment on dit ? Factorisation matricielle. Et donc là, en l'occurrence, nous, on utilise le modèle SVD, donc Singular Value Decomposition. Et en fait, on va réduire l'espace. Donc 128 dimensions, ça te paraissait beaucoup, mais c'est très petit, en fait. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est une réduction de cette correspondance de chanson à chanson qui t'arrive en fait à une matrice de 128 dimensions. Ouais, ça aurait pu être plus. On a fait un compromis entre le nombre de dimensions et les informations qu'elles renvoient, ces dimensions. C'est des trucs qu'on peut faire mathématiquement parlant, quoi. Et donc, ouais, on a décidé de prendre 128. Alors, j'ai demandé à mes collègues pourquoi. Mais même moi, je savais pas pourquoi une puissance de 2. En fait, c'est marrant, en fait. C'est parce que, alors, si j'ai bien compris, en termes de stockage, qu'on prenne 128 ou 129 ou 130, c'est ça représente la même chose. C'est par puissance de 2 que ça va prendre plus d'espace. Et du coup, c'est pour ça qu'on fonctionne en puissance de 2. C'est pour ça. Okay, mais... C'est parce que ça prend le même espace quand tu dépasses la puissance de 2 jusqu'à la prochaine puissance, quoi. Mais du coup, est-ce que prendre 256, ça ajouterait de la précision ? Ou c'est juste que le gain en précision ne vaut pas le... Voilà, c'est ça. Okay. Ça rajouterait, mais ça vaudrait pas la place que ça prendrait. Ouais. Et donc l'investissement que ça représente financièrement et en maintenance et compagnie. Ouais. Okay. Et en temps de calcul. Ouais. Mais donc là, cet espace à 128 dimensions dans lequel tu vas placer toutes les chansons les unes par rapport aux autres, c'est ça ? Ouais. À quel moment est-ce que cette composante de j'ai interagi avec une chanson, je l'ai skippé, j'ai augmenté le volume, j'ai baissé le volume, ça rentre en ligne de compte ? Ouais, non, pour l'instant, oui, tu as raison. Pour l'instant, c'est juste les ajouts en playlist et elles sont écoutées dans la même session, on va dire. Okay. Donc, c'est les poids. Et c'est après... Alors, après, ça va
c'est dans la fonctionnalité que l'utilisateur va choisir que là, on va faire des filtres sur... par exemple, je vais te parler du flow. Le flow, c'est une espèce de... Si tu arrives sur Deezer, franchement, tu n'as aucune idée de ce que tu vas écouter. Tu vas juste cliquer sur play et c'est un peu une radio idéale. On va commencer par une chanson que tu connais bien, que tu as écoutée il n'y a pas longtemps. Puis on va te mettre une chanson que tu as écoutée il y a longtemps. Tu n'as pas écoutée depuis longtemps, ça te fait une petite Madeleine de Proust. Puis on va te mettre une découverte que tu n'as jamais écoutée. En tout cas, dans nos logs, on ne l'a jamais vue. Donc voilà, donc ça c'est le flow. Et là, typiquement, si on voit que tu skippes beaucoup... En fait, le problème, c'est que je t'ai pas tout raconté sur comment est-ce qu'on fait. Mais je vais y revenir. Mais on va te lancer le flow. On va commencer par un genre en particulier qu'on sait que t'aimes bien. Si on voit que tu skippes beaucoup, on va passer à un autre genre. Parce que t'es pas d'humeur, machin. Et c'est là que les ajouts en favoris, les skips et tout, ils rentrent en compte. C'est plus dans le rendre le truc dynamique que ça va rentrer en compte. Mais ce que tu décrivais aussi au début, où tu dis on te met d'abord une chanson que tu as écoutée il n'y a pas très longtemps, puis une plus ancienne pour faire une Madeleine de Proust et tout. Je trouve la philosophie intéressante, mais ça semble être quelque chose de très manuel. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est pas une boîte noire. On a ce qu'on appelle des règles métiers qui nous sont données par des product managers qui sont elles-mêmes. Enfin, ils sortent pas de leur chapeau et c'est basé sur des études quantitatives, même qualitatives. On a un métier que je connaissais pas avant, user researcher. C'est des gens qui vont interviewer des utilisateurs. Donc ça, c'est des enquêtes qualitatives. Et puis évidemment, on a des qualitatifs faits par les data analysts qui vont nous faire des dashboards et tout. Et donc les product managers, ils se basent sur des études et ils disent... Et en fait, ils vont nous donner... il y a pas mal de règles métiers. Hein, c'est pas... Pareil, on va pas te recommander une chanson qu'on t'a déjà recommandée hier. Ou alors, si je t'ai recommandé une chanson de tel artiste, je vais pas te recommander le même artiste juste après. Enfin, c'est tout bête, mais parce que évidemment que le point qui est à côté de la chanson de cet artiste, c'est une chanson du même artiste. Enfin, évidemment qu'elles sont très similaires, donc il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur le même artiste, mais non, il y a des règles métiers. Et ce que je t'avais pas dit tout à l'heure, donc c'est que une fois que j'ai représenté mes tracks, il faut que je représente l'utilisateur aussi. Et en fait, l'utilisateur, lui, ça va pas être juste un point. L'utilisateur, on va prendre toutes ses écoutes du mois. Et donc, ça représente plein de points dans l'espace, du coup. Et en fait, on va clusteriser ces points. Donc, ça, c'est encore un autre type de machine learning. Enfin, c'est une autre catégorie. Enfin, il y a prédire, il y a clusteriser. Donc là, on va clusteriser les points. Et du coup, l'utilisateur, lui, va avoir plusieurs points qu'il représente. Ce sera les centroïdes de chacun des clusters. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, on va commencer par te lancer sur un genre. Et après, si tu skips, on te met sur un autre genre. En fait, c'était pas un genre, c'était un cluster, que je voulais dire. Donc, on te lance sur un cluster et si on voit que tu skips beaucoup, on te met sur un autre cluster. Si on voit que tu likes beaucoup, machin. Et voilà, comment c'est ça de toutes les interactions. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs aussi cet espace que vous avez des chansons. Si j'essaie de me le représenter dans un espace en 3 dimensions, avec plein de points partout représentant chaque chanson, j'imagine que vous devez voir qu'il y a des genres qui sont très proches les uns des autres et d'autres qui sont très éloignés. Mais est-ce que vous arrivez du coup à identifier des sous-genres, enfin, tu vois, des trucs qui n'ont pas forcément de nom, qui ne sont pas identifiés? C'est exactement ça. Mais en fait, sur Deezer, on a des... Ça s'appelle des cards. On a une fonctionnalité où il y a... En fait, ça n'a pas de nom, c'est juste... OK, sache que dans cette carte, dans cette tracklist, tu as tel artiste. Et en fait, c'est à l'utilisateur de capter... Ah, en fait, c'est du rap niche des années 2020, machin. Mais nous, on met pas de nom. Pour l'instant, c'est peut-être un truc qu'on va faire plus tard. Mais non, c'est justement, il n'y a pas de nom et c'est ça qui est trop intéressant. Parce que, voilà, donc en effet, on peut faire par genre, mais par exemple, en période de Noël, il y a un cluster qui apparaît chez beaucoup d'utilisateurs où t'as plein de trucs mélangés. Enfin, Mariah Carey, bon, je connais pas trop les chansons de Noël, mais tu vas avoir, je sais pas, peut-être un peu de musique classique et dans le même cluster, Mariah Carey. Mais en fait, ça fait sens à ce moment-là, puisque c'est ton cluster de Noël, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pas que des genres, sous-genres. Il y a aussi les trendings sur TikTok, ils sont souvent mis dans les mêmes playlists en soi. Donc, et même s'ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres, c'est un cluster qui n'a pas de nom, mais qu'on pourrait appeler trending sur TikTok. Tu vois. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, que ces 2 exemples que tu prends de la partie Noël et les playlists TikTok, c'est que
Enfin, en tout cas, décrit comme ça, moi, j'imagine des choses qui t'ajoutent du bruit, en fait, dans tout Ah, il y ça. a des utilisateurs qui adorent écouter. Parce que du coup, la playlist de Noël, tu as une notion de temporalité, c'est-à-dire que effectivement, j'ai bien envie que tu me recommandes Maria Carey quand on est en décembre, Ah oui, mais ok. tu me la proposes en plein mois de juillet, ça Bah, ça en va fait, plus ou c'est moins me ça saouler. qui est. Ouais. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait le clustering par utilisateur. En fait, on prend pas toutes les tracks et on les clusterise. C'est on prend tes écoutes du dernier mois. Ok. Et si tu as écouté des chansons de Noël, bah, tu auras un cluster Noël. Et pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, c'est marrant parce que je suis en train de travailler là, moi, sur. D'abord, on clusterise toutes les tracks et après, on va affecter le user. Et ça va amener plein de nouveaux challenges parce que, ouais, du coup, comment on fera pour le cluster de Noël, par exemple. Parce que attends, si tu prends juste mes dernières écoutes sur le mois écoulé, ça veut dire que si sur toute l'année, à aucun moment je n'écoute Maria Carey, Christmas, je sais pas quoi, c'est-à-dire que si moi je fais pas la démarche de le lancer une fois, même au moment de Noël, elle va pas popper dans mon. Non. Mais alors, ouais. Il n'y a pas que la recommandation sur Deezer. Il y a ce qu'on appelle des éditos. Ouais. C'est des experts dans leur genre. Donc, tu as les éditos, édito rap, édito jazz. On a même une édito moods. Donc, je pense que c'est plutôt elle qui va nous faire les playlists de Noël. Et bref, donc sur ta page d'accueil, tu auras quand même venez écouter la playlist de Noël de Alice, tu vois. Mais par contre, dans tes recommandations, tu n'auras pas. Non, normalement, si tu n'as pas écouté de track de Noël, tu n'auras pas de track de Noël. D'accord, donc si je fais pas la démarche de le faire volontairement, ça popera pas. Ouais. Ok. Donc ça, c'était pour la notion de temporalité. Tu prenais l'exemple effectivement des playlists TikTok où tu as plein de sons différents qui sont utilisés pour faire un ensemble de trends qui peuvent être du coup effectivement mis ensemble dans des playlists. Ça, d'une certaine façon, ça peut entre guillemets polluer votre algorithme parce que du coup, tu as des genres qui n'ont rien à faire ensemble, qui commencent à gagner de la proximité, alors que pour un fan de K-pop, par exemple, parce que c'est utilisé sur une trend, il ne sera pas intéressé par du R&B qui est utilisé sur une autre trend. Ouais, c'est clair. Bah alors, en fait, une fois qu'on a... Enfin, moi, par exemple, en ce moment, j'ai peut-être 29 clusters, mais ils sont ordonnés en fonction de... Enfin, dans les 29 clusters, j'ai la liste des tracks qui composent ce cluster. Et si on voit que dans tel cluster... Bah, admettons, j'ai mon cluster pop et mon cluster Noël. Dans les deux, il y a Mariah Carey. Et en fait, dans mon cluster pop, j'ai écouté Mariah Carey et plein d'autres chansons de pop, alors que dans mon cluster Noël, j'écoutais juste All I Want for Christmas Is You. Bah, on verra que dans le cluster Noël, j'écoutais une chanson sur toutes les autres tracks qui le composent, et que du coup, en vrai, on va pas trop me le recommander, quoi. Okay. Donc, on va ordonner les clusters en fonction du nombre de tracks que tu as écouté dedans, de la récence de tes écoutes sur ce cluster, sur même ton nombre de chansons favoris qui sont dans ce cluster. Ok. Et donc, toutes les règles métiers vont te permettre de définir en fait la taille du saut que tu fais d'un point à un autre quand tu passes à la chanson d'après. C'est ça un peu le... Non, on va te prendre des clusters. Alors, on a choisi de ne pas le faire. Par exemple, on pourrait prendre tes trois... Enfin, on pourrait prendre tes clusters les plus écoutés et te les envoyer dans le flow, et puis les autres, tant pis. Mais comme on veut que ça tourne et tout, on prend des clusters au hasard, mais on pondère quand même sur certains critères. Je crois qu'on a pris en effet les écoutés les plus récemment. Donc eux, ils auront plus de poids, donc ils seront plus souvent piochés. Mais sinon, on veut prendre du hasard. Et non, sinon, c'est des clusters, ils sont pris. Donc on prend le premier cluster. Je crois qu'on le laisse 6 tracks, à part si tu skippes beaucoup. Dans ce cas, on passe vite à l'autre. Et en fait, celui d'après, c'est le hasard qui choisit. Le hasard pondéré, quoi. Okay. Mais s'il y a un saut, il y a un saut. Mais en fait, au début, on voulait tout faire pour éviter les sauts. Je crois qu'on a fait en sorte d'éviter les sauts. Et finalement, au final, on se rend compte que ça nous rendait trop prévisible pour l'utilisateur. Donc finalement, on est un peu revenu sur... Les sauts, c'est marrant aussi, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut faire des contenus marrants sur Twitter. Ah, regardez, mon algo, il passe du coq à l'âne, c'est marrant. Voilà, ça fait marrer les utilisateurs. Et nous, ça nous fait de la pub. Okay, c'est cool. Ouais. Il y avait aussi cette histoire qui tourne parfois de l'aléatorité. Je crois qu'à l'époque, c'était sur Apple Music, qui était jugée pas suffisamment aléatoire par les gens et qui est du coup devenue en fait une vraie science de comment tu donnes l'impression aux gens que c'est aléatoire, alors que ça l'est pas vraiment, parce qu'en fait, les gens trouvaient que quand tu mets en aléatoire, alors c'était à l'époque où tu avais que
les gens écoutaient un CD, donc t'avais 20 tracks, donc forcément, un truc aléatoire sur 20 tracks, t'as l'impression d'avoir souvent le même truc. Bah, enfin, je suis allée voir dans le code. Alors là, on parle plus des algos, puisque l'algo, c'est pas aléatoire. Mais des fois, je vais dans mes favoris, je clique sur aléatoire. Et je remarque que c'est beaucoup mes chansons ajoutées récemment qui passent. Mais je suis allée voir dans le code, c'est aléatoire. Je confirme, c'est aléatoire. Mais moi, la première, c'est trop bizarre. Ouais. Mais non, c'est... sur ces notions de recommandation, c'est quoi le... Enfin, donc cette map qui est faite des chansons, donc elle est basée, donc tu l'as dit, sur des proximités donc de playlists, mais j'imagine qu'il y a aussi des notions de labels, enfin de catégories, de je ne sais quoi. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Ce que j'ai pas dit, on enrichit quand même avec ce que nous donne le distributeur. Le distributeur, c'est l'entité qui va mettre à disposition les tracks, que ce soit en digital, donc sur les plateformes, mais aussi à la Fnac, chez les disquaires et tout. Donc lui, l'entité, elle va nous donner le nom de l'artiste, la date de sortie, les featuring, la langue dans laquelle sont les paroles. Enfin, ça dépend des distributeurs, mais ils vont nous donner plein d'infos. Ils peuvent nous donner même le genre. Donc là, pour le coup, il mettra un mot sur la chanson, ce que nous, on fait pas. Mais ça peut servir. Ça peut grave servir. Et puis voilà, on a aussi le signal audio, par exemple. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on appelle des métadatas. Et ouais, ça nous aide à enrichir nos algos et à faire les filtres qu'il faut en fonction de la fonctionnalité. Donc là, je t'ai parlé du flow, mais on a par exemple une fonctionnalité, les dernières sorties. Bah là, l'information de la date, qu'on peut pas prédire, nous, mais qui nous a été donnée, quoi, et ben elle va servir à ce qu'on fasse le filtre. Je veux que les dernières sorties, tu vois. Et là, bim, l'utilisateur, il a sa tracklist avec les dernières sorties, dans ses goûts, évidemment. Okay. Quoi d'autre ? Bah, on a le flow by moods aussi. Où là, on va se servir du signal audio. En fait, c'est trop intéressant cette fonctionnalité parce qu'on se sert de plein de trucs. On va se servir du travail des éditos. Alors, en gros, les éditos, ils ont pris plein de tracks et ils les ont labellisés avec un mood. On a 6 moods différents. Sport, You and Me, donc love en gros. Chill, focus, sad, je crois. Enfin, triste. Et un 6e. Ah, et motivé. Enfin. De danse, enfin. Parti, la fête. Voilà. On a 6 moods. Les éditos, ils prennent plein de tracks, ils les labellisent. C'est leur taf. Et après, nous, on va prendre les autres tracks qu'ils n'ont pas labellisés et on va comparer les signaux audio avec les signaux qui sont déjà labellisés. Et après, c'est un réseau de neurones qui compare. Et en fait, donc, on se sert donc, du travail humain, en gros, des éditos. On se sert des métadatas, donc le signal audio, et de nos super modèles de machine learning, quoi. Et donc, une fois que tu as réussi à avoir cette cartographie, qui est basée en fait sur beaucoup de paramètres que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai aucune maîtrise en face dessus, parce que j'imagine que quand tu te bases sur des playlists qui sont faites, tu te bases pas sur les playlists de mes 2 voisins, tu te bases sur les playlists qui sont faites worldwide sur ces éléments-là. Donc, plus tu as de data et plus c'est pertinent. Donc Mais du coup, c'est-à-dire que si moi je crée une playlist avec du Beastie Boys et du. J'ai trouvé un truc qui est complètement l'opposé, genre de la K-pop. Tu vois, je prends du rap US. Si vous êtes très nombreux à faire ça part en vrille. La playlist TikTok, justement, c'est ça. Mais donc, si moi je me fais ma playlist de ces 2 genres que j'aime bien, en fait, ma question, c'est à quel point est-ce que moi, je peux... alors, pas influencer, mais parce que je me doute que c'est pas l'individu qui va influencer quoi que ce soit, mais... alors, voilà, je sais comment j'ai posé ma question. Donc, moi, je le dis transparente, j'écoute très peu de musique et donc, j'utilise pas Deezer. Mettons, demain, je me mets sur Deezer. En combien de temps d'écoute vous arrivez à capter tout ce que j'aime? Tout de suite. Parce qu'en fait, on va te demander de faire un onboarding. Alors, imagine, je skip mon onboarding. Je crois que tu peux pas. Mais sinon... ouais, si tu skippes l'onboarding... non, mais je pense qu'au bout d'une dizaine d'écoutes, on est bon. Hein. Mais même, en fait, tu peux même juste liker des chansons et rien écouter. On a mis à jour le modèle. C'est moi qui l'ai fait aussi. Tu peux juste liker des trucs, ne rien écouter. Et le lendemain, par contre, tu auras tes recos, il me semble. Ok.
Et donc, pour toi, si je mets 10 likes bien choisis, Ah oui, oui. tu captes quel que soit le côté éclectique ou, Ouais. Bah, ou t'auras juste niche plein de mon... clusters et. Ouais, t'auras juste plein de clusters. Et ouais, et je vous encourage, chers utilisateurs, à liker, à interagir en fait, à liker, à disliker, parce que l'algo, enfin plus vous interagissez, et plus l'algo il apprend, et plus c'est pertinent. Oui, parce que j'imagine que quand tu likes, vu qu'il y a une action manuelle à faire, elle a plus de poids que juste faire un skip. Exactement. En fait, ouais, le like c'est vraiment très explicite comme info. Le skip, ça peut être juste, je suis pas d'humeur, ou alors je l'adore, donc je l'écoutais en boucle, donc ça y est, skip. Ouais. Un dislike, par contre, ça serait super explicite. Du coup, alors, c'était ma question, est-ce que le dislike a plus de poids que le like? Non. Parce que pourtant, on dit souvent qu'il y a plus de gens mécontents qui s'expriment que de gens contents qui s'expriment. Ouais, t'as raison. Bah, franchement, je sais pas, en fait. En vrai, en fait, non. En fait, si tu dislikes, on va juste plus jamais te recommander la chanson. Plus jamais, jamais. Après, tu pourras Ouais, aller modifier dans ton profil, tu vois. j'entends, Mais... En fait, un dislike, c'est juste ne me recommandez plus cette chanson. Donc, bah, ça a un gros poids, mais sur toi, quoi. Mais ça va pas influer sur l'espace, quoi. Sur l'espace. Alors, du coup, aussi, il y a peut-être aussi pour moi une. Alors, peut-être que je me trompe dans la perception, mais pour moi, si je mets un dislike, c'est j'aime pas cette chanson-là, donc je veux pas que tu me la recommandes. Si je fais un skip, comme tu l'as dit, effectivement, ça peut être par plein de raisons. Mais pour moi, c'est-à-dire que si je fais un dislike, c'est j'aime pas cette chanson. Si je fais un skip, c'est j'aime pas ta recommandation. Ouais. Dans quelle mesure? Enfin, tu vois, du coup, est-ce bah, que l'impact est le... Ah oui, complètement. Bah, si t'aimes pas la chanson, on te la recommandera plus jamais. À part si tu vas dans tes dislikes et que tu la dédislikes. Et si tu fais un skip, on va peut-être la retenter demain. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que parce que j'entends que le dislike fait que la track va sortir de mes recommandations. Mais si je fais un skip... Bah, si t'es dans le flow, par exemple, on va te changer de cluster. Enfin, si on voit que tu skips beaucoup... Mais est-ce qu'il y a un ajustement? Parce que pour moi, si tu vois, s'il y a un skip, c'est j'aime pas ce que tu m'as recommandé, donc il faut que tu revoies ton algorithme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que tu changes ta manière de me proposer la prochaine. Je sais pas si ma question est claire. Tu vois Ouais, c'est clair. Non, nous, c'est peut-être que je me pose trop de questions après. Ouais, on le prend pas comme ça. Bah, nous, on pense que si l'utilisateur, il aime pas l'algo dans toute sa... Enfin, tout l'algo, quoi, et juste, il écoute pas... Mais en vrai, c'est intéressant. Mais non, en tout cas, à ma connaissance, on s'est pas posé la question. Peut-être que les product managers, ils se sont posé la question, mais c'est jamais un truc dont on nous a parlé en réunion avec le produit. Il y a aussi un point tu me dis, avec 10 chansons, tu commences à cibler la personne de manière suffisamment pertinente. Est-ce que, mettons, je suis chez moi et je mets de la musique parce que j'ai envie de kiffer, et là, il y a ma fille qui débarque, que j'aime plus que tout au monde, bien sûr, mais qui prend mon téléphone pour mettre sa musique à elle. C'est une très bonne question. À quelle vitesse ça va, du coup, bousiller mon algorithme? Non, alors c'est cool parce que normalement, on sait quand c'est un contenu kids. Bon, alors si elle te met du Gims, je sais pas quel âge elle a, mais si elle te met des trucs Baby Shark, t'inquiète, c'est labellisé en kids. Si elle te met des trucs pour ados, ouais, là t'es un peu foutu. Mais il me semble qu'on prévoit de sortir un mode incognito, comme sur Google. Ok. Et là, ça réglerait beaucoup de choses. Mais pareil, quand tu prêtes ton téléphone en soirée... C'est pour pouvoir écouter ses guilty pleasures ouais, sans que ça pop. Quand tu prêtes ton téléphone en soirée pour mettre bande organisée, bah ouais, ça a un impact sur ton algorithme. Ça, ouais. Après, tu peux dislike une chanson, dire me la recommandez plus, mais quand même, tu peux quand même l'écouter, elle va pas disparaître du catalogue. Donc si tu prends toutes les chansons préférées de ta fille et que tu les dislikes toutes, normalement, elles apparaîtront pas dans ton algo et elle pourra les écouter tranquillement. Mais bon, ça te demande du travail de ton côté. Ouais. Mais normalement, ouais, le mode incognito, en tout cas, c'est prévu. J'ai bien essayé de trouver des points des edge cases qui sont intéressants. Et pour en revenir sur ton histoire de skip, si skip, c'est qu'il aime pas l'algo, on s'est pas posé la question comme ça, mais on s'est dit peut-être que c'est pas assez une découverte pour lui, par exemple. Oui, on s'est dit, enfin,
C'était plus ça qu'on s'est posé comme question. Et du coup, on a introduit un flow découverte ou une tracklist découverte. Ok. Donc, on peut introduire des nouvelles fonctionnalités en fonction. Après, c'est peut-être pas les skips qui nous ont. En fait, il me semble que les fameux user research, là, l'équipe, je crois qu'au bout de X skip, elle t'envoyait une espèce d'enquête qualitative où tu devais. Ouais, c'était ça. Ok. Où tu devais répondre pourquoi t'as skippé là, qu'est-ce que t'aimerais, machin. Mais c'est un truc qu'on a fait il y a peut-être 2-3 ans. Ou alors, ça se trouve, ils le font régulièrement, mais ils nous en reparlent plus. Mais oui, en effet, à un moment, ils nous ont présenté en réunion leur enquête. Au bout de 10 skips, on leur envoie l'enquête. Et il y a moyen que à l'issue de cette enquête d'il y a 3 ans, on s'est rendu compte que les utilisateurs ils attendaient plus de découvertes. Et donc, on a introduit la fonctionnalité qui va bien. Ok. En vrai, ouais, ça me fait penser à ça, ta question. Un autre edge case. Donc, admettons, enfin, on prend ce chiffre que tu évoquais tout à l'heure, vous avez 90 millions de tracks disponibles sur Deezer. Je me mets sur cette fonction découverte aléatoire. Combien de chansons il faut que j'écoute? C'est pas aléatoire. C'est quand même. En fait, c'est des chansons que tu n'as jamais écoutées sur Deezer. Donc, on considère que tu les connais pas. Après, ça se trouve, tu sais, les Beatles. Enfin, moi, j'ai jamais écouté les Beatles sur Deezer, mais je connais toute leur discographie, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est quand même dans tes goûts, parce que c'est des chansons qui sont proches d'un de tes clusters, mais que tu n'as jamais écouté. Et donc, vous sortez jamais de. Tu vois, il y a un moment, tu peux peut-être te dire, ok, là, il a. Ma question, c'était, vous avez 90 millions de tracks. Combien de chansons il faut que j'écoute pour pouvoir écouter toutes les chansons au moins une fois? Est-ce que si j'écoute 100 millions de chansons sur Deezer en mode, tu vois, je suis en random aléatoire, est-ce que si j'en fais 100 millions, j'ai écouté les 90 millions, ou est-ce qu'il faut que j'en écoute 180 millions? Tu vois, à quel moment? Parce que, tu vois, ma question, c'est marrant comme question. C'est à quel point est-ce que tu sors, en fait, de ton... Alors, j'ai pas du tout la réponse, mais déjà, ce qui est sûr, c'est que si c'est dans une même session, comme on va pas te répéter plusieurs fois la reco, t'as besoin juste de 90 millions de tracks, puisqu'on va pas te mettre 2 fois la même dans une seule session. Mais bon, 90 millions de tracks, ça fait une longue session. C'est ça. Tout un moment donc, en pratique, ça marche pas comme ça, et du coup... Franchement, c'est une bonne question. Mais donc, la théorie voudrait que si je fais 90 millions de chansons d'affilée, j'écoute tout le catalogue de Deezer. Dans une seule session, oui. Oui, théoriquement, on renvoie jamais 2 fois la même dans la même session. Mais ça n'arrive. Enfin, session de 90 millions de tracks, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait une longue session. Ça fait environ 270 millions de minutes. Donc, ça fait quelques années, on va dire. Ouais, vous n'êtes peut-être pas capé pour faire ce genre de... non, je pense pas, non. Ok. Comment est-ce que tu... question, en fait, très bête. Ça correspond à quoi ton quotidien? Est-ce que c'est uniquement des mises en place de règles mathématiques? Est-ce que tu es sur enfin, c'est quoi ton quotidien en tant que data scientist chez Deezer? Ça fait bien de préciser chez Deezer, parce que c'est pas dans toutes les boîtes aussi rose la vie, mais chez Deezer, on se met bien quand même. J'arrive pas trop tôt. Je peux aller prendre un petit café, parler avec mes collègues, machin. Mais bon, en termes de travail, si je commence un projet... là, par exemple, j'ai commencé un nouveau projet. Donc je t'ai dit d'abord clusteriser les tracks et ensuite de placer l'utilisateur, alors qu'avant, c'était je prenais les écoutes d'utilisateur et je clusterisais ses tracks à lui. Donc bref, j'ai commencé ce projet. Il y a eu une semaine où j'ai un peu fait l'inventaire de tous les modèles de clustering, lesquels étaient scalables, pas scalables, lesquels permettaient de faire ce que je voulais faire. Donc ça, c'était pendant une semaine, mon quotidien, c'était de faire de la doc ou de tester des trucs aussi, de faire tourner tel modèle sur un petit jeu de données pour voir si c'était scalable. Ça, c'était mon quotidien pendant une semaine. La semaine d'après, j'ai commencé à tester une méthode en particulier, à l'évaluer. Donc, je me suis codé de quoi évaluer la couverture de mon clustering, à quel point, à partir d'une bibliothèque utilisateur, je pouvais la couper en deux, prendre 90% de ses chansons et voir si je pouvais retrouver les 10% restants. Enfin, c'est comme ça qu'on a décidé d'évaluer. Après, j'aurais pu aussi
regarder sur moi ce que ça donnait. Et qualitatif. En vrai, je l'ai pas fait. Mais donc, Donc ton- pendant une autre semaine, c'était ça. Et en fait, ouais. donc mes semaines, elles se ressemblent pas trop. Mais attends, parce que j'essaie de formuler la question en même temps. La majorité de ton métier, c'est de redéfinir la manière dont les chansons sont clusterisées, Ouais, non. Non, là, ou t'as de la bonne comment est-ce que question. tu passes d'une... Non, c'est pas. Non, la majorité, sinon, c'est améliorer les trucs déjà existants. Par exemple. Mais donc là, parce que dans le projet que tu évoquais, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous sortez un nouvel algo de recommandation, ça passe par une reclusterisation des chansons? Non. Ok. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là justement, là, je travaille vraiment la racine de la reco. En fait, une fois que tu as les clusterisations, les fonctionnalités, après, elles sont plus évidentes, entre guillemets. Après. Mais non, je pourrais retravailler la fonctionnalité, les découvertes. Comment je pourrais faire ça Je sais pas, en augmentant. En augmentant la distance maximale au centroïde de l'utilisateur et voir ce que ça donne, faire un A/B test, machin. Ça, c'est retravailler, enfin, peut-être améliorer ou pas, on verra avec l'A/B test, mais j'améliore la carte Discoveries. Mais non, là, je travaille vraiment à la racine de la reco et on a l'intention de la tester sur le flow. À la fin de mon projet, avant de mettre en prod, on va faire un A/B test. Je sais pas si je définis ce que c'est au micro. L'A/B test, non, ça, a priori, Ok. les gens connaissent. Et on va faire l'A/B test sur le flow, il me semble. Ok. Et du coup, on verra si on améliore ou pas le nombre d'heures passées le temps passé sur la fonctionnalité, la reconnexion. Est-ce que tu l'écoutais aujourd'hui et aussi demain et aussi après-demain parce que tu la kiffes grave, ou est-ce que ça va diminuer. Enfin bref. Alors, sans vouloir révéler de secrets, parce que peut-être que le projet est encore un peu confidentiel, mais c'est quoi l'hypothèse qui a amené à ce... Ça vient d'un besoin produit en plus, t'en parlais un peu tout à l'heure, je crois, que les utilisateurs, ils ont de plus en plus le besoin de maîtriser un peu leur algorithme et tout. Et du coup, on aimerait bien les laisser... leur dire, OK, voilà, c'est ça tes clusters. Sauf que pour ça serait cool qu'ils bougent pas d'une semaine à l'autre. Parce que quand c'est fait à partir de l'utilisateur, ça bouge tout le temps en fait. Quand je t'ai dit, moi en ce moment j'ai 29 clusters, en fait on recalcule ça tous les samedis. La semaine prochaine j'aurai peut-être plus ou moins, ça sera peut-être pas les mêmes. Et du coup, si je veux te dire ça, c'est tes clusters, faut qu'ils bougent pas trop. Et si en plus on peut mettre des mots dessus, donc soit par LLM, t'en parlais tout à l'heure, soit avec l'aide des éditos, ça va dépendre du nombre de clusters que je vais sortir de mon clustering. Ça peut être 3000 clusters ou beaucoup moins ou beaucoup plus. Mais bref. Donc ça venait d'un besoin produit à la base. Et puis même pour nous, en vrai, on s'est toujours demandé si ça marcherait aussi bien. Ça se trouve, ça prendra moins de ressources financièrement. Voilà. J'essaie peut-être de redéfinir cette idée de cluster, parce que j'ai peut-être loupé un truc. Si je reprends ma représentation schématique dans un espace à 3 dimensions, donc j'imagine tous les points de toutes les chansons qui sont plus ou moins proches en fonction de genre, de ce qu'on veut. Mon cluster à moi en tant qu'individu, ça va être toutes les chansons que j'ai déjà écoutées qui sont, on va dire, illuminées. Toi, tu auras plusieurs clusters. Oui, non, mais en fait, j'essaie de voir un peu comment est-ce que tu les construis. C'est-à-dire que dans ma perception, dans mon idée peut-être naïve, c'est que tu vas allumer toutes les chansons que j'ai déjà écoutées. Ouais. Et tu vas créer une bulle tu vas créer plusieurs bulles qui en englobent le maximum. Non, pas le maximum. Je vais prendre toutes celles qui sont très collées entre elles et très éloignées d'autres. Enfin, très éloignées. Ok. Et du coup, toutes les autres chansons que j'ai pas écoutées qui sont dans cette même bulle, a priori, tu te dis que c'est des chansons que tu peux me recommander. C'est ça. Ok. Ça sera des découvertes pour toi. Et donc, ça, ces fameuses bulles, c'est ça que vous recalculez tous les samedis. Ouais. Ok. C'est ça. Là, t'as très bien compris. Ok. Et donc, toi, quand tu fais ton flow, ce que tu vas déterminer, c'est la taille du saut que tu fais d'un point à un autre pour essayer de trouver la chanson d'après. Au sein d'une même bulle. Et oui, parfois, le critère de là, on va changer de cluster, on va changer de bulle pour t'en proposer une autre. Ouais. Et donc, c'est la taille du saut que tu vas déterminer pour passer. C'est ça un peu sur le flow, quand tu passes au suivant, tu as une taille de saut qui est. Alors, donc, le flow. Donc, je te prends
un des clusters. Je prends les X plus proches voisins. Parmi donc toutes les tracks de la bulle ou qui dépassent un petit... Enfin, si jamais dans ta bulle, t'as que 100 chansons, mais que j'en veux 101, je vais prendre la plus proche du centroid, en gros. Et après, tu fais plein de filtres. Donc, t'enlèves tout ce qui a été banni, dislike, machin. T'enlèves celle que je t'ai déjà recommandée la veille. Et puis, ouais, et après, en effet, on va prendre d'abord la plus proche, puis la deuxième plus proche, puis la troisième plus proche. Et voilà, et ça, c'est un premier cluster. Ah oui, et puis aussi, donc on varie entre la Madeleine de Proust, celle-là, je la connais, celle-là, c'est une découverte, machin. Et au bout de 6 chansons, on passe à un autre cluster. Et on fait pareil. Et voilà, 6 par 6. Et moins de 6 si jamais on voit que tu skips parce que c'est dynamique. Mais... Et donc, j'imagine donc, je reprends cet espace en 3 dimensions, j'ai mes points qui sont allumés, donc j'allume une chanson pour l'écouter. Tu me passes à celle d'après. Il y a quand même un moment où à aucun moment tu peux sortir de cette bulle qui est définie, de mes goûts. C'est-à-dire que tu vois, tu as défini ce cluster en fait, donc c'est ce que moi j'appelle une bulle dans mon esprit un peu simpliste. À aucun moment tu peux en sortir pour me proposer un truc qui est pas très loin de mes goûts, mais qui est quand même. En vrai, si t'as tout saigné, si t'as déjà tout écouté, ouais, si. Si je t'ai déjà recommandé tous les trucs que tu connais. Mais au travers d'une même session, toujours. Ah non, d'une même journée, on va dire. Okay. Voire même, j'ai pas forcément. Mais ça se trouve, dans la même semaine, on n'a pas envie de te recommander 1000 fois les mêmes trucs. Je sais plus quel est le seuil, mais. Non, on essaye vraiment de pas être en boucle. Donc, non, il y a grave même que tu sortes. Si jamais, moi, dans mes habitudes, tu décèles que une chanson sur 2 que je prends, c'est du Taylor Swift, est-ce que tu vas me recommander plus de Taylor Swift, même si j'ai déjà saigné sa discographie dans une session, et du coup, tu commences à me remettre... Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des contextes où tu peux réussir à quand même me proposer plusieurs fois la même chanson dans une même session? Ou ça, quoi qu'il arrive, c'est... En fait, si t'écoutes d'abord le flow, puis tes nouveautés du vendredi. Non, et puis non, même en fait. Ok, si t'écoutes d'abord le flow, puis une des cartes thématiques sur lesquelles on met pas de nom, là, il y a moyen que tu tombes peut-être sur une chanson qui était déjà dans ton flow. Mais si t'écoutes que le flow, il y aura pas de répétition. Il y a une exclusion ferme, définitive, il n'y a pas 2 fois la même track. Quoi. Ok. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment des règles métiers qui sont définies. C'est une bête, c'est un simple if, bête et méchant, qui dit si ça a déjà écouté, j'en prends. Quand tu fais ta liste, t'as tes exclusions. Je me dis un if, mais c'est pas un if, mais ouais. C'est une requête SQL ou lambda. Enfin, c'est ton exclusion de ta liste, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est une règle métier. Ouais. Ok. Assez fou. C'est quoi le... Donc, t'as déjà travaillé dans le monde de la banque. De l'énergie et donc de la musique. Est-ce que, alors soit d'intuition, soit de culture personnelle, à quel point est-ce que la recommandation de chansons est différente de la recommandation sur Amazon, par exemple? Ah, ok. Bon, alors, il faut savoir que dans la banque et dans l'énergie, j'ai pas fait de recommandation. Et ouais, et c'est marrant que tu parles d'Amazon parce que généralement, quand j'ai des slides, je fais le parallèle avec Amazon. Mais c'est pareil, Amazon, en bas de la fiche d'article, il y a écrit « Souvent acheté avec cet article ». Et là, bim, et en fait, c'est la même... nous aussi, c'est souvent écouté dans la même playlist que cette chanson, en fait. En fait, ça a un nom, ça s'appelle du collaborative filtering, filtrage collaboratif. Et ouais, ils fonctionnent pareil. Enfin, je t'avoue que j'ai jamais vu de présentation de comment ça marche, mais je le vois. Enfin, c'est littéralement souvent acheté avec le même produit. Donc, je devine que c'est du filtrage collaboratif. J'imagine qu'ils rajoutent d'autres... Comme nous, on rajoute aussi le signal audio, ils doivent rajouter d'autres paramètres dont j'ai pas trop d'idées. Mais ouais, ça... Je pense qu'ils doivent aller dans pas mal de conférences. Je pourrais trouver l'info, mais j'ai pas trop cherché. Donc, le collaborative filtering, donc, vu le nom, on est d'accord, c'est le fait que tu as plein de gens qui mettent les choses dans les mêmes playlists, et donc, on suppose que c'est des choses qui vont bien ensemble. Ouais. On est d'accord que moi, en tant qu'individu seul, si je me fais une playlist hyper éclectique, ça n'aura aucun impact. Sur l'espace. Sur l'espace. Sur toi, ça aura un impact sur ta session, mais pas sur l'espace, non. Je fais une légère digression, mais tu vas voir où est-ce que je veux aller. Il y a quelques années, alors je crois que c'est un artiste plus qu'un chercheur
il a pris, je crois, 30 téléphones qu'il a mis sur Google Maps avec un trajet. Ouais. Il les a mis dans une petite charrette j'ai vu ça, et il j'ai a vu. marché sur une rue. Il a fait l'embouteillage. Et du coup, Ouais. voilà, il a créé un embouteillage sur Google Maps. Comment est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y aurait un moyen pour un individu ou un groupe d'individus de réussir à, à rapprocher deux chansons, juste deux chansons, tu vois, en réussissant à faire suffisamment de volume et de signaux pour perturber du coup votre... Il y a un gars, c'est un génie. Bon, on l'a dégagé malheureusement, mais moi je trouve que c'est un génie. En fait, sur Deezer, tu peux faire des playlists collaboratives. En gros, on est deux, enfin on est plusieurs à... Je sais pas comment il a fait, il a dû, je sais pas, avec une API ou je sais pas quoi, il a dû avoir la liste enfin le lien vers toutes les playlists collaboratives. Pas toutes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était un artiste, le mec. Et il a mis ses tracks dedans. Donc du coup, il apparaissait dans plein de playlists. T'as donné son nom ou t'as dit quoi? C'était qui le C'était mec? un artiste. Ah, c'était un artiste. Mais ok. enfin, inconnu au bataillon. Hein, Ok. mais on l'a cramé et on l'a ban du coup, parce que c'est de la fraude. Donc Et il encore, hein, a je mis pense- ses chansons dans plein de playlists Plein de collaboratives. playlists. Et du coup, il est remonté dans le... Je sais pas si on l'a cramé parce qu'il est remonté. En vrai, je sais pas si c'était suffisant quand même. Je pense pas hein, qu'il soit remonté. Je pense que c'était même pas suffisant. Mais en tout cas, il avait le bon... Ouais. S'il avait continué, ça se trouve, il serait remonté. Donc, trop intelligent. Mais bon, on l'a cramé. Alors justement, tu parles effectivement d'artistes connus ou moins connus. Déjà, est-ce que vous essayez? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour doser le fait que peut-être que tout le monde n'a pas envie d'écouter Taylor Swift à balle et que du coup, peut-être aller faire écouter d'autres artistes qui méritent aussi d'être diffusés. Tu vois, d'essayer de favoriser la découverte de nouveaux artistes. Ouais. Alors, déjà, on a littéralement une fonctionnalité qui s'appelle découverte. Et comme tout le monde connaît Taylor Swift, c'est très rare qu'elle apparaisse dedans. Donc, on a toute une fonctionnalité. Même le nouvel album de Taylor Swift n'apparaîtra pas dans la playlist découverte. Ouais, on fait ça au niveau de l'artiste. Donc, normalement, si j'ai streamé une fois sur Taylor Swift, bon, c'est peut-être pas le seuil, mais normalement, je tomberai pas sur le Taylor Swift dans ma playlist découverte. Et sinon, ouais, on monitore énormément la couverture de notre catalogue par la recommandation. Aussi, dès qu'on fait un A/B test, notre KPI, je définis ce que c'est? Non, c'est bon. Ok. Notre KPI qu'on regarde le plus, c'est le collect. Donc, le collect, c'est ajout en fav ou ajout en playlist. Donc, généralement, si tu ajoutes en fav, c'est que tu la connaissais pas avant. Donc, en gros, on monitore la découverte, quoi. Enfin, notre KPI, c'est la découverte. Ça aurait pu être le temps passé sur la feature, mais on a décidé que c'était la découverte. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Et troisième chose, il y a une étude, il y a des chercheurs indépendants qui ont fait une étude sur des data de Deezer, quoi. Et ils ont trouvé une corrélation entre l'usage de la recommandation et la diversité dans le profil. Donc, c'est une corrélation, c'est pas une causalité, mais ça montre qu'on n'enferme pas l'utilisateur dans une bulle, quoi. Au contraire. Et trop cool. Dernière question, peut-être un peu pointue, enfin pas pointue, mais on va dire un peu on a parlé donc du like, du dislike, du skip, et donc effectivement des impacts que ça peut avoir sur l'algorithme. Est-ce que le no action, genre... Mais voilà, très bonne question. Si tu écoutes la chanson à 100%, ça peut vouloir dire que tu l'aimes bien, ou alors que tu as posé ton téléphone là-bas et que tu le mets, signal implicite. Pareil, c'est comme le skip. On peut pas trop le prendre en compte. Mais par exemple, si dans ton flow, tu écoutes 100%, on te laisse dans le cluster, c'est que tu aimes bien. Ok, jusqu'au moment où il y a eu ce seuil de X chansons et on change. Ouais, c'est ça. Mais ouais, t'as bien fait poser la question parce que dans les signaux implicites, je voulais parler de ça aussi. Signal implicite. Ok. Donc c'est-à-dire que tu supposes ce que ça veut dire en sachant que ça peut potentiellement dire autre chose. C'est ça le... Ouais. Okay. Dans le flow, on va supposer que t'as aimé la chanson. Alors que... Ouais, non, généralement, on va supposer que... Ouais, on suppose que t'as aimé la chanson. Enfin, en tout cas, on met pas trop de poids dessus, quoi qu'il arrive. Juste si c'est pas un skip, on laisse ton cluster tourner dans le flow, en tout cas. Et est-ce que vous prenez en compte aussi des... je sais pas pourquoi j'ai que ce genre de questions qui pop, mais
Tu vois, mettons par exemple la journée, je vais plutôt avoir tendance à écouter des chansons pour me mettre dans un certain mood. Ouais, Le le soir, contexte. machin, tu vois. Est-ce que cette reco sur le flow va aussi dépendre Ah, non. Non, non, non. de la Mais position géographique? C'est-à-dire que vous voyez que je suis au bureau et que je suis chez moi, ou je suis à la salle de ça, sport? ouais, non. En vrai, voilà, on pourrait. C'est marrant que c'est marrant que tu fasses une question. On pourrait essayer de prédire dans quel contexte tu es, mais on a décidé qu'on allait te laisser le dire explicitement, et c'est pour ça qu'on a autant de fonctionnalités. T'as envie de me dire que tu fais du sport, bah tu cliques sur le mood sport et voilà. T'as envie d'écouter des découvertes, bah tu cliques sur découvertes. Enfin, on a décidé, je pense qu'on a peut-être des moyens de le prédire, peut-être pas hyper précisément pour l'instant parce qu'on n'a pas cherché à le faire, mais en vrai c'est un choix de laisser l'utilisateur choisir. Ça fait peut-être même un peu moins peur. Enfin, je sais pas si tout était dirigé par l'algorithme. Mais par exemple, le fait qu'on voit que tu changes beaucoup de pays ou quoi, ça peut nous servir pour d'autres cas d'usage. Par exemple, les utilisateurs qui payent pas, ils reçoivent des pubs. Bah, si on voit qu'ils voyagent, on va lui envoyer des pubs pour les agences de voyage, tu vois. Ok, ouais. Alors, à savoir qu'on n'utilise pas la localisation parce qu'on n'a pas le droit. On utilise l'adresse IP. Ok. Donc, si t'as un VPN, bah, on est foutu. Mais enfin, on est foutu. C'est pas mort d'homme, mais ouais, on n'utilise pas la localisation parce que c'est pas GDPR. Euh, du coup, le travail aujourd'hui sur ces IA de recommandation, enfin, ou on va dire la continuité ou la recherche, c'est quoi? C'est de voir quel genre de critères tu peux rajouter pour rendre la reco plus pertinente ou Ouais. plus impactante, ou il y a d'autres recherches d'optimisation, c'est quoi un peu les évolutions de ce métier? Il y a ouais, toujours plus. Clairement, nos modèles, ils sont tous perfectibles. Donc, pour l'instant, on a encore du boulot. Après, il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités dont on va avoir l'impression que les utilisateurs ont besoin. Je sais pas, moi, j'ai beaucoup poussé pour une fonctionnalité qui va un peu te. Bon, c'est pas de la reco, mais ça parle de tes datas. T'es mémorises. Enfin, tu sais, sur Facebook, ils te disent il y a 8 heures jour pour jour, tu avais fait ce statut débile. Ouais, j'ai eu mon bac. Enfin, bref. Moi, j'aimerais trop qu'on fasse ça. Donc, ça serait une nouvelle fonctionnalité. Donc, enfin, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui peuvent apparaître. Sinon, on a une grosse problématique, c'est qu'on a de plus en plus de tracks qui arrivent dans le catalogue. En plus, là, avec la générative IA. Et du coup, ça va être de plus en plus dur de pousser la bonne chanson au bon utilisateur. Donc, il va falloir qu'on. Et puis, même pour l'utilisateur, l'utilisateur, il est inondé de. Enfin, même quand tu veux juste chercher ta chanson, t'en as 40 000 qui s'appellent pareil. Donc, c'est tout un challenge. Bon, il y a une équipe qui s'occupe de la barre de recherche qui gère ça. Mais ouais, comme on est inondé en tant qu'utilisateur, on sait même pas qu'est-ce qu'on veut écouter. Donc, ça serait cool qu'on puisse utiliser les LLM, par exemple, pour dire bon, ok, là, j'ai envie d'écouter ça, et débrouille-toi. Au lieu de taper un titre, ça pourrait être Enfin, c'est en cours. Mais ça répond au challenge de on est inondé de contenu, on fait comment? Et sinon, toujours plus pousser la collaboration avec les humains. Là, donc, comme je t'ai dit, les éditos, ils nous servent beaucoup dans nos fonctionnalités, mais nous aussi, on leur sert en vrai à. On leur a créé un outil qui leur sert un peu à. Beaucoup même, qui leur sert à. Enfin, qui les aide à créer leur propre playlist. Ouais, collaboration avec l'humain. Voilà. Ok. J'avais une question et qui est partie. Attends, on parlait de quoi? Je t'ai dit. Les LLM. Ouais. Ah oui, les tracks générés. Ouais. Comment est-ce que vous gérez ça entre les artistes qui se retrouvent imités, d'autres qui le font? Je sais plus quel artiste qui disait prenez ma voix, faites-vous plaisir. Enfin, tu vois, comment est-ce que vous gérez ça? On a fait le choix de ne pas les recommander. On ne les supprime pas du catalogue. Si tu as envie de les écouter, vas-y. Mais elles ne seront pas dans nos algos. Et on peut les reconnaître. On a breveté une solution. On est les premiers à savoir le faire. On a trouvé comment reconnaître parce que c'était impossible jusqu'à présent.
c'est super dur à reconnaître. Alors par contre, c'est pas du tout mon équipe, c'est la recherche et développement qui... Et d'ailleurs, nos actions sont grave montées depuis. Mais ouais, c'est trop cool. Et du coup, bah ouais, on les sort de la reco, mais on les supprime pas du catalogue. Ok. Après, on n'est pas... on diabolise beaucoup ça, mais ça... parce que ça peut être mal utilisé, quoi. Mais sinon, c'est comme quand les synthétiseurs sont apparus, ça faisait peur, quoi. Après, il va falloir voir... après, ça dépend plus trop de nous. J'imagine qu'il va y avoir des législations. Les maisons de disques qui vont devoir aussi faire leur taf. Je sais pas. Ouais. Mais nous, en tout cas, c'est bon. On est tranquille. Je vois. Merci beaucoup, Ariel, pour cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? J'ai 2 contenus. Alors, premièrement, j'en ai pas parlé pendant l'épisode, je suis hyper impliquée dans l'initiative diversité et inclusion chez Deezer et plus particulièrement dans le sujet des femmes dans la tech. Je pousse beaucoup pour améliorer le cadre des femmes qui sont déjà dans la tech, surtout chez Deezer. Mais aussi, j'essaye de faire en sorte de faire du prosélytisme et de pousser les jeunes filles ou les femmes qui hésitent à se reconvertir à venir dans la tech parce que c'est trop bien, c'est confortable, c'est intéressant, On fait un métier formidable, autant que plus de gens fassent. Mais voilà, c'est ça. Et je sais bien que les filles, elles se sentent pas forcément représentées parce qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris mon courage à 2 mains pour venir faire ce podcast. C'était un peu compliqué pour moi, mais je suis là pour vous montrer que ça existe, que je suis très épanouie, tout ça pour dire que quand j'ai besoin de me sentir powerful, machin, j'écoute. Bon, je travaille dans la musique, donc je vais vous recommander une artiste que tout le monde connaît très bien, que certains n'aiment pas, mais que moi, c'est ma reine, Aya Nakamura. Donc je vous recommande l'intégralité de sa discographie pour, je sais pas, pour vous. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup d'effets. Je me sens très puissante quand j'écoute Aya Nakamura. Je me sens, voilà, je recommande ça. Et deuxième contenu, rien à voir, c'est un ancien collègue à moi, donc de mon ancien taf. Qui a sorti un livre que je n'ai pas encore lu parce que c'est demain l'inauguration, mais un livre sur l'intelligence artificielle qui s'appelle, je sais même plus, je crois que ça s'appelle La leçon d'échec. Et donc ça parle de l'histoire de l'intelligence artificielle et de comment ça façonne notre société actuelle et tout. Je dis ça parce que j'ai lu le résumé, mais j'ai pas encore lu le livre. Mais je suis sûre. Alors c'est un mec brillant. Enfin, je l'aime trop. Et voilà, donc je vous recommande son livre, j'ai fait un petit peu de pub. Bah écoute, très bien. Il s'appelle Alexis Gladiline Bozio. Et du coup, La leçon d'échec. On mettra bien évidemment les liens en description pour que vous puissiez le trouver facilement. Et un lien vers Aya Nakamura aussi, parce que c'est important aussi de pouvoir la mettre en avant. Très bien. Et dernière question, de loin la plus importante de ce podcast. Ariel, tu es plutôt espace ou tabulation? Tabulation. Après, pour justifier ce choix, j'utilise plus la tabulation. Très voilà. Bien. Merci beaucoup, Ariel. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, je trouve que c'est un métier qui est assez fascinant, ce métier de data scientist, parce que vous faites plein de trucs qui sont assez fous. Et effectivement, il y a des usages de tous les côtés sur plein de trucs différents. Donc moi, je suis toujours très heureux de discuter avec vous. Donc, merci beaucoup, Ariel, d'être venu. Merci, c'est trop cool. Et moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Ça fait remonter le podcast dans les algos. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles aussi, parce que ça fait remonter le podcast dans les algos. Mais je crois que ce qui fonctionne le mieux encore, c'est de le recommander à un ou une collègue. Parce que bon, il y a peu de chances que vous le recommandiez à quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là. Mais en tout cas, merci beaucoup de le partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.